Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour ce webinaire consacré à la gestion des terres excavées et la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur ce 1er mai. Donc, d'abord quelques précisions concernant le déroulement de ce webinaire. Vous n'êtes pas connecté en vidéo et en son. Nous vous invitons, nous vous invitons à utiliser l'onglet Q et R, questions et réponses, qui se trouve en bas, pour poser toutes les questions que vous souhaitez qu'on aborde dans la session de questions-réponses qui terminera ce webinaire. Pour vous dire aussi que tous les slides de présentation se retrouvent sur notre site internet, ccw.be. Voilà. Il y aura aussi un petit sondage après la présentation de ma collègue Hélène Deloge, conseillère environnement à la CCOE, qui vous présentera toutes les procédures. Pour ma part, je vais commencer par une mise en contexte pour vous expliquer un petit peu pourquoi cette nouvelle réglementation et quels sont les enjeux pour notre secteur pour la suite. Tout d'abord, il faut savoir qu'effectivement, les terres excavées, ça représente quand même 10 millions de tonnes excavées en Wallonie par an qui sont générées de nos chantiers et qui sont valorisées. La réalité de terrain fait en sorte qu'effectivement, on a pas mal de soucis avec cette réglementation, notamment aussi avec les nouvelles réglementations qui ont augmenté, enfin qui ont beaucoup plus défini les responsabilités en cas de pollution des sols. Mais on va commencer d'abord par un constat sur l'ancien régime, on va l'appeler comme ça maintenant, à partir du 1er mai. D'abord, quand on analyse les terres, on s'aperçoit que 60% des terres sont déjà considérées comme contaminées, pas polluées, mais contaminées, donc une limitation très importante sur leur utilisation. On voit aussi qu'on a pas mal de problèmes justement pour valoriser toutes ces terres qui sont faiblement contaminées quand on passe à ces seuils-là. Comme je l'ai expliqué, il y avait une grosse insécurité juridique entre l'augmentation sol et l'augmentation déchets, avec toutes les conséquences que ça peut apporter, notamment lors, je dirais, d'une vente de terrain. Aussi un problème pour nous entrepreneurs, c'est que très peu de cahiers des charges comprennent des clauses spécifiques à la gestion et l'évacuation des terres. La majorité des chantiers n'ont pas d'analyse, ce qui est très difficile pour les entrepreneurs de savoir sur quel type de terre ils vont rencontrer lors de l'exécution du chantier. Et en fait, depuis 3 ans, on a des contrôles très renforcés au niveau du SPOE, sur tous les sites de valorisation. Donc voilà, ce qui fait en sorte qu'effectivement, depuis 2 ans, on a vraiment une insécurité juridique et aussi financière sur les transactions immobilières. Cette réalité fait en sorte qu'effectivement, on a depuis 3-4 ans maintenant pas mal de conflits entre maîtres d'ouvrage, donneurs d'ordre et entrepreneurs, notamment effectivement au niveau des communes, où, voilà, où le dialogue est coupé lorsqu'on commence à discuter à qui incombe la responsabilité d'évacuation des terres et surtout de la qualité des terres qu'il faut évacuer. Il nous semblait important, dans cette nouvelle réglementation, de pouvoir d'abord redéfinir un petit peu les enjeux pour chaque partie. Et d'abord, on va commencer au niveau des maîtres d'ouvrage. Clairement, pour eux, c'est une maîtrise des coûts, hein, comme vous l'avez vu sur le slide précédent, avoir un coût d'évacuation qui est mal estimé ou qui expose en cours d'exécution, ce n'est pas bon pour les maîtres d'ouvrage. Aussi les arrêts de chantier en cas de découverte de pollution. Pour les propriétaires de sites de valorisation, parce que toutes les terres, il faut trouver des endroits pour les valoriser, voilà, c'est eux, clairement, ils attachent une importance cruciale sur la plus-value de leur terrain lors d'une transaction immobilière. Et pour terminer, les entrepreneurs, nous sommes effectivement assez, je dirais, nous souhaitons, lors d'une remise de prix, éviter toute spéculation et remettre un prix correct en fonction de la qualité des terres évacuées. Au niveau environnemental, c'est clair et net que les maîtres d'ouvrage, avec cette réglementation, avec les enjeux, le coût de l'évacuation des terres, voilà, il y a une adaptation des projets en amont qui doit se réaliser, adaptation sur la balance des remblais et des blés, par exemple, mais aussi pour réadapter peut-être le projet pour maîtriser les coûts d'évacuation des terres. On peut y revenir dans les questions-réponses si vous le souhaitez.
Au niveau des propriétaires de sites de valorisation, ben, c'est aussi la conformité entre l'augmentation d'échelle et la réglementation sol. Pour eux, effectivement, il faut vraiment qu'il y ait cette sécurité juridique qui doit être maîtrisée. Et pour les entrepreneurs, ben, il ne faut pas oublier qu'un entrepreneur qui quitte le chantier avec des terres, c'est sa responsabilité lorsqu'il fait une valorisation. Donc voilà, ça c'est très important aussi de comprendre. Tout ça nous a amené effectivement à mettre en place un nouveau cadre dans lequel une ASBL a été désignée par le gouvernement wallon pour gérer tout ce qui est traçabilité et certification des terres. Cette ASBL Walter, constituée en 2019, début 2019, a vraiment la vocation d'être une partie tierce indépendante je dirais, des trois acteurs, maîtres d'ouvrage, entrepreneurs et propriétaires de sites de valorisation. N'oublions pas aussi que cette ASBL est sous contrôle de la région wallonne parce qu'il s'agit en fait d'un marché de concession de services qu'a décroché Walter pour exécuter ses missions. Alors maintenant, revenons un petit peu sur la problématique actuelle de l'ancien régime, qui est toujours d'actualité, comme vous le verrez, on vous l'expliquera par la suite. Sur lequel effectivement, ben voilà, on avait des seuils qui sont le seuil de l'annexe 2.1 et les seuils de l'annexe 2.2 qui définissent ce qu'est une terre non contaminée et ce qu'est une terre décontaminée, voire polluée. On voit qu'entre les deux, effectivement, il y a ce qu'on appelle, nous, la zone grise, où effectivement, voilà, ce sont des terres qui ne sont pas saines et qui ne sont pas polluées, mais qu'il faut quand même valoriser. On voit très rapidement la gamme de prix. Ici, c'est une gamme de prix pour une réception dans un centre de traitement et de valorisation qui comprend effectivement, voilà, on voit effectivement qu'on peut avoir des facteurs 2 entre une terre saine et une terre qui est décontaminée. Très important. Les codes sont différents aussi, les codes oraux sont différents. On parle vraiment de terres valorisables avec les codes 170504, tandis qu'une terre décontaminée, ben c'est le code 191302. Au-delà, ce sont toutes les terres qui sont polluées et qui doivent faire l'objet d'un traitement. Alors, ce qui est important, c'est qu'avant d'avoir cette évolution de la réglementation sur la traçabilité et sur le contrôle qualité des terres, il a fallu d'abord adapter les normes. Comme je vous l'ai expliqué au tout début, ben voilà, si on prend le cadre réglementaire actuel, l'ancien cadre, 60% des terres étaient considérées comme contaminées. Donc économiquement, c'était pas du tout viable de garder ces cadres, je dirais, qui étaient trop restrictifs. Et surtout, il y avait une incohérence par rapport aux normes du décret sol, de la législation sol. Bref, on voit ici sur ce slide que effectivement, bah, les nouvelles normes de l'arrêté qui encadrent la nouvelle réglementation sur la gestion de la traçabilité des terres est beaucoup plus favorable et surtout on a plusieurs types de normes qui sont plutôt en fonction du type récepteur. Donc ça, on y reviendra par la suite. Donc on a vraiment maintenant une approche de valorisation en fonction des qualités de type récepteur et ça c'est très important pour la suite. Alors, effectivement, cette réglementation, ben, c'est vraiment un processus de contrôle qualité qui commence dès l'amont, donc au niveau du maître d'ouvrage. C'est la responsabilité du maître d'ouvrage de définir la qualité des terres qui vont être évacuées et c'est la responsabilité de l'entrepreneur de réaliser le mouvement de terre et de valoriser ça en conformité avec les terres. Je dirais la correspondance entre qualité de terre et le site récepteur. Donc, l'ASBL est vraiment le point central, Walter est vraiment le point central, je dirais, de tout ce processus. Et on peut suivre à chaque étape du chantier ce contrôle qualité et voir effectivement si tout est bien fait. À la fin, un rapport de gestion est produit par l'ASBL pour dire que tout s'est passé correctement et donner la preuve ainsi à l'entrepreneur et au maître d'ouvrage que tout a été réalisé en conformité. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que le problème de secteur depuis maintenant plus de 5 ans, c'est qu'il y a vraiment une perte de confiance entre acteurs, notamment entre donneurs d'ordre et entrepreneurs. On voit que tout ce qui a été fait ces dernières années et mois, ben, c'est pour restaurer cette confiance. D'abord, effectivement, ben, il y a eu l'arrêté du 14 juin, dont on connaît maintenant les limites, hein, celle que je viens de préciser. Mais on a commencé dès 2015 à travailler sur un guide pour définir comment il fallait réaliser l'analyse et échantillonnage, parce que ça aussi, ce n'est pas cadré.
On voit aussi qu'en 2019, bon, on a intégré 2018, plutôt on a intégré, je dirais, le décret sol et ses normes, ce qui nous a permis d'avoir un jeu de normes beaucoup plus adéquat avec la réalité de terrain. On a aussi, en début de cette année, finalisé les adaptations dans les cahiers de charges type, cahier route pour les voiries et cahier de charges bâtiments, CCT 2022 pour les bâtiments. Et on voit aussi que début 2019, on a mis en place l'ASBL Walter qui est rentré, je dirais, en fonction ce 1er mai avec l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. L'idée, c'est de poursuivre le travail maintenant sur les prochains mois pour adapter le système aux réalités de terrain et on discutera certainement dans les prochains mois ou dans les 2 ans, à mon avis, d'une assurance collective pour l'ensemble des acteurs. Voilà, j'ai terminé pour ma part ma présentation. Je vais donc maintenant laisser la place à ma collègue Hélène Deloge, conseillère environnement à la CCOE, qui va vous permettre de comprendre un petit peu toutes les procédures. On parlera du logiciel. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra par la suite. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour ma part, je vais donc aborder le cadre réglementaire et donc entrer en vigueur ce 1er mai 2020 en abordant tant l'AGOITER, mais également l'AGOE modificatif qui prévoit 2 dispositions temporaires que je vais également vous présenter. Alors, on va vraiment aborder cette partie de la manière la plus pratique possible afin que vous ayez en fait toutes les informations et les outils nécessaires pour pouvoir réaliser les différentes démarches qui vous incombent dans le cadre de cette gestion des terres. Donc, bien entendu, maintenant, donc, dès que vous aurez des terres à gérer, que ce soit une excavation, un apport de terre, une valorisation, un transport, la gestion par exemple d'un centre de regroupement de terres, etc., il faudra se référer au nouvel arrêté, donc, qui est l'arrêté du 5 juillet 2018, qu'on appelle plus communément l'AGOE terre. Alors, dans cet arrêté, il y a 2 grands principes qui sont, si ça veut bien fonctionner, voilà, excusez-moi, donc qui sont le contrôle qualité des terres. Alors, le contrôle qualité des terres, c'est bien entendu une obligation, une responsabilité du maître d'ouvrage ou du promoteur. Donc, c'est bien de la responsabilité de la personne qui va initier le projet, qui va faire exécuter les travaux. Donc, ce n'est pas de votre responsabilité, vous, en tant qu'entrepreneur. Par contre, voilà. La traçabilité des terres, c'est une obligation et une responsabilité du responsable de l'évacuation des terres. Donc là, il est vraiment important de bien comprendre la définition de ce qu'est un responsable de l'évacuation des terres. Donc, c'est bien la personne qui va décider de la destination. Donc, c'est important de savoir qui va décider effectivement de où vont aller les terres et qui va soit elle-même procéder à l'évacuation ou qui va faire procéder à l'évacuation de ces terres. Donc, ça peut être de la responsabilité soit de vous en tant qu'entrepreneur général ou d'un sous-traitant si vous sous-traitez le transport de vos terres. Alors, entre-temps, donc, il y a un arrêté modificatif qui a été adopté et qui est également rentré en vigueur ce 1er mai 2020. C'est l'AGOE du 30 avril 2020, qui prévoit donc 2 dispositions temporaires qui sont applicables jusqu'au 31 octobre 2020. Alors, ces 2 dispositions temporaires, elles vous permettent, elles permettent notamment aux maîtres d'ouvrage d'avoir 2 souplesses par rapport aux impositions de l'AGOITER, notamment de pouvoir bien évacuer et gérer les terres selon l'ancienne réglementation, c'est-à-dire l'AGOE du 14 juin 2001. On va voir donc juste par la suite ce qu'il en est au niveau des conditions pour pouvoir gérer vos terres selon l'ancienne réglementation. Et il y a également la souplesse de pouvoir bien évacuer les terres sans avoir le certificat de contrôle qualité des terres qui, normalement, devrait être imposé dans, par exemple, le cas où on a plus de 400 mètres cubes de terre à évacuer. Et donc, on pourrait évacuer ces terres on peut évacuer ces terres vers une installation autorisée, à condition bien que le contrôle qualité, qui est bien entendu une obligation du maître d'ouvrage, se réalise au sein de l'installation autorisée.
J'ai des problèmes avec mon... Donc, au niveau de la première disposition temporaire, c'est l'utilisation de l'ancienne réglementation. Donc, vous pouvez gérer les terres conformément à la GE du 14 juin 2001 pour uniquement les chantiers qui auraient débuté avant le 1er mai 2020 et sous certaines conditions. Donc, la condition la principale, c'est que le maître d'ouvrage va devoir notifier ce choix, donc d'utiliser l'ancienne réglementation à l'administration avant le 1er juin 2020, et cela en communiquant mes différents documents. Donc, il va devoir communiquer une déclaration. Il y a un document type à remplir qui est disponible directement sur le portail environnement. J'ai repris donc ici le lien direct pour pouvoir aller télécharger les différents documents. Le maître d'ouvrage devra également communiquer ces informations, ces coordonnées, ainsi que les coordonnées du chantier. Et il devra également prouver que son chantier a bien débuté avant le 1er mai 2020. Alors pour cela, tout dépendra du type de marché qui était passé. Donc si c'est un marché public, la preuve du début de chantier, ce sera la notification du début de chantier. Si c'est un marché privé, la preuve sera la signature d'un contrat ou d'une offre. Et dans le cas des contrats cadres, ce sera l'ordre de commencer les travaux qui devra avoir été passé avant le 1er mai 2020. Donc, si effectivement le maître d'ouvrage peut communiquer toutes ces informations avant le 1er juin 2020 et respecte donc toutes ces conditions à l'administration, il pourra encore utiliser l'ancienne réglementation pour pouvoir gérer ces terres. Alors, lorsque le maître d'ouvrage réalise ces démarches, l'administration lui fournira un accusé de réception et il est bien important que cet accusé de réception soit disponible sur le chantier et également dans les différents véhicules qui vont transporter les terres en cas de contrôle afin que les différents inspecteurs puissent directement identifier qu'on est dans la disposition temporaire et qu'elle a bien été acceptée. Alors, au niveau de la deuxième disposition temporaire, eh bien, dans ce cas-là, on peut évacuer les terres vers une installation autorisée sans avoir de CCQT, à la seule condition, comme je l'ai précisé, que, bien entendu, le contrôle qualité des terres se fasse au sein de l'installation autorisée, vu qu'il est nécessaire, il est obligé selon la GOE terre. Ce contrôle qualité des terres, je le rappelle, est toujours bien de la responsabilité du maître d'ouvrage ou du promoteur. Et donc, les frais qui seraient liés à ce contrôle qualité qui sera réalisé au sein de l'installation autorisée doivent bien être imputés au maître d'ouvrage. Donc, ce n'est pas à vous, en tant qu'entrepreneur général ou à votre sous-traitant qui ferait le transport des terres, à prendre en charge ces frais. Donc, c'est toujours bien de la responsabilité du maître d'ouvrage. Donc, c'est bien lui qui doit en assurer les frais. Alors, par rapport à cette disposition, il est également très important de bien préciser que le transport des terres reste toujours sous l'AGOE terre et donc la traçabilité conformément à l'AGOE terre est imposée dans le cas où les terres seront évacuées vers une installation autorisée. Donc ça, c'est par rapport aux deux dispositions temporaires. Donc, on verra par la suite de l'exposé à chaque fois que je reprends également ces dispositions temporaires, vu qu'elles ont un impact au niveau des démarches qui doivent être réalisées tant par le maître d'ouvrage que par l'entrepreneur. Alors, j'aborde maintenant vraiment des notions de base qu'il est important de bien comprendre. C'est vraiment des notions que l'on va maintenant, dans le cadre de la gestion des terres, aborder et utiliser bien régulièrement, voire tous les jours. Donc, avant, important quand même de rappeler, donc si ce n'est pas encore fait, de bien vous enregistrer en fait sur la plateforme de gestion des dossiers Walter. Donc, comment faire? Eh bien, vous allez sur le site de Walter, vous allez avoir la page d'accueil avec un petit onglet ici en haut à droite pour l'inscription. Donc, vous vous demandez de vous inscrire. Alors là, il est vraiment important de bien identifier quel formulaire compléter. Alors, pour tout acteur, donc que vous soyez un entrepreneur, une installation autorisée, un valorisateur, un transporteur, vous devrez compléter le formulaire général. Si vous êtes une installation autorisée, vous devrez, en plus de ce formulaire général, compléter le formulaire supplémentaire. Donc, c'est important de bien compléter le bon formulaire afin de pouvoir accéder sur la plateforme de gestion de dossier aux bons onglets
et aux différentes fonctionnalités que vous aurez besoin dans le cadre de vos différentes démarches. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous n'êtes pas encore enregistré sur cette plateforme, je vous invite vraiment à le faire dès maintenant. Comme ça, vous aurez l'accès pour pouvoir réaliser vos différentes démarches. Alors, la plateforme de gestion de dossier, eh bien, vous allez avoir votre code et un mot de passe donc, à insérer. Donc, vous les mettez sur l'accueil et vous allez arriver en fait sur cette page sur laquelle il y a différents onglets en fonction des démarches que vous voulez réaliser. Donc, par exemple, si vous transportez les terres, eh bien, vous devrez, on le verra par la suite, notifier le transport de vos terres, donc notifier le mouvement de terre. Donc, c'est par exemple ici, notification de mouvement de terre, c'est NMT. Et alors, il faudra bien vous assurer s'il y a un rapport qualité des terres ou s'il n'y en a pas. Donc, s'il y a eu un contrôle ou pas. Et en fonction, on va utiliser le bon onglet. Alors, c'est vraiment important de bien identifier quel onglet il est nécessaire de compléter parce que si vous débutez une démarche dans un mauvais onglet, eh bien, à un moment, vous allez être bloqué. Donc, c'est vraiment important de bien identifier dès le début quel onglet doit être complété. Au fur et à mesure de l'exposé, je reprendrai à chaque fois les onglets aussi, comme ça vous verrez également quels onglets sont importants dans le cadre de vos chantiers. Alors, première notion, vraiment hyper importante, vu que l'on est dans la géoterre, donc c'est qu'est-ce qu'une terre? Eh bien, la terre, c'est la matière solide constitutive du sol qui va être mobilisée suite à des actions d'excavation, de regroupement, de pré-traitement, de traitement ou de lavage. Donc ça, c'est la définition qui est reprise dans la GOE, mais elle ne vous donne aucune information par rapport à sa composition. Et donc, il faut savoir que si la composition de la terre que vous allez excaver tant en masse qu'en volume est inférieure à 25% de déchets inertes de construction, donc que vous avez moins de 25% de déchets inertes de construction dans la terre que vous avez excavée, eh bien, cette terre est toujours considérée comme une terre et porte donc le code déchets 170504. Maintenant, si vous dépassez en masse et en volume 25% des déchets inertes de construction, eh bien dans ce cas-là, on n'est plus considéré comme une terre, mais on est considéré comme un mélange d'inertes. Et donc, votre mélange d'inertes porte le code 170107 et ce mélange inerte n'est plus concerné par la géoterre vu que ce sont considérés comme des déchets inertes qui doivent être gérés selon donc, la réglementation déchets. Donc ça, c'est vraiment lorsque vous allez excaver vos terres, bien identifier effectivement si vous avez plus de 25% de déchets inertes de construction ou pas. Alors, ces définitions sont reprises dans la circulaire d'information numéro 4 relative aux installations de regroupement pour votre information. Et alors, j'ai repris également le catalogue des déchets qui définit les différents codes déchets, notamment le 17050. Également, une notion très importante, c'est le site d'origine et le site récepteur. Donc, il est vraiment important de bien comprendre où commence et où se termine votre site d'origine. Donc, comment le savoir? Eh bien, il va falloir en fait se baser sur le permis d'urbanisme ou le permis unique qui aura été délivré. Donc, le site d'origine, c'est vraiment le site sur lequel vous allez excaver vos terres. Et ce site sera géographiquement délimité par le périmètre du projet qui sera, lui, autorisé donc, par un permis d'urbanisme. Donc, la notion de parcelle pour définir le site d'origine n'est pas spécialement, dans ce cas-ci, importante. Donc, un site d'origine peut, bien entendu, contenir plusieurs parcelles si votre chantier est autorisé par un permis d'urbanisme qui englobe, par exemple, 10 parcelles. Donc ça, c'est vraiment important. Le site d'origine est vraiment délimité par le permis d'urbanisme. Et le site récepteur, donc on en parlera également assez régulièrement dans le cadre de cet exposé. Donc le site récepteur, c'est le terrain sur lequel eh bien, les terres vont être utilisées, vont être valorisées. Donc on parle généralement d'un site de remblai. Alors, ces définitions, bien, elles sont bien entendu reprises dans la GOE, mais également dans le GRGT. Donc, le GRGT, c'est vraiment un guide. Donc, c'est le guide de référence pour la gestion des terres. Donc, c'est vraiment un guide hyper important dans le sens où il reprend de nombreuses informations, tant techniques au niveau, par exemple, des procédures pour le contrôle qualité des terres, pour, par exemple, les protocoles pour les prélèvements d'échantillons, pour l'analyse des échantillons, etc. Mais également quant à les valorisations possibles, par exemple, de vos terres.
Donc, comment réaliser la valorisation de vos terres si vous avez par exemple la présence d'amiante ou de plantes invasives, etc. On vous explique donc les différentes conditions à respecter. Donc, c'est un guide vraiment pour lequel je vous invite à aller consulter les différentes informations qui y sont reprises. Alors, on va également souvent parler de sites suspects ou non. Également, une notion très importante à comprendre, vu que vous allez voir par la suite, ça a des implications sur la nécessité ou non de réaliser un contrôle qualité. Donc, un site suspect, pour le savoir, eh bien, il va falloir consulter la banque de données de l'état des sols, donc la BDES. Donc, ça, c'est vraiment hyper important. Donc, si vous n'avez pas encore été consulté cette BDES, je vous invite également à aller prendre connaissance du site Internet, vu que, bien, avant tout chantier, selon moi, il est vraiment important d'aller consulter les informations qui y sont reprises. Alors, pour savoir si votre site est considéré comme suspect ou non, il va falloir identifier la couleur de parcelle. Donc, si les parcelles sont de couleur bleu lavande ou pêche, eh bien, votre site sera considéré comme suspect. Attention, lorsque la parcelle est de couleur pêche, ça veut dire en fait que l'administration dispose d'informations suffisantes pour pouvoir effectivement communiquer qu'il y a eu une pollution, qu'il y a une pollution ou qu'il y a eu déjà des actes d'assainissement, qu'il y a quelque chose en lien avec le sol et la pollution. Maintenant, s'il y a eu un assainissement, le projet d'assainissement est terminé, peut-être qu'il y a déjà la présence d'un certificat de contrôle du sol, donc suite à l'assainissement, et que ces certificats, ils ne consignent maintenant plus aucune pollution vu qu'il y a eu la dépollution du sol. Dans ce cas-là, le site ne sera plus considéré comme suspect. Donc, bien important d'aller vérifier, lorsque vous avez une parcelle de couleur pêche, d'aller bien vérifier si effectivement il y a déjà un assainissement qui a été réalisé ou non. Alors, petite remarque, c'est que dès que les terres que vous allez excaver seront issues d'un site qui est suspect, elles devront automatiquement donc subir un contrôle qualité des terres, quelle que soit la quantité, le volume de terre à excaver. On verra également par la suite de l'exposé plus d'informations par rapport à cela. Dernière notion qui est essentielle dans le cadre de la gestion des terres, vu que maintenant on va parler de type d'usage des terres, c'est bien le type d'usage. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre ce que c'est. Pourquoi? Parce que c'est en connaissant le type d'usage de vos terres que vous allez savoir vers quel site récepteur vous allez pouvoir aller déposer vos terres, vous allez pouvoir aller valoriser vos terres. C'est en connaissant le type d'usage de vos terres que vous allez savoir ce que vous allez pouvoir faire avec vos terres. Donc, on a 5 grands types d'usage. On a le type d'usage 1 qui est naturel, le type d'usage 2 qui est agricole, le type d'usage 3 résidentiel, le type d'usage 4 récréatif ou commercial et le type d'usage 5 industriel. Donc, en cas de valorisation directement sur un site récepteur, bien, il est vraiment primordial de bien connaître le type d'usage tant du site d'origine que du site récepteur afin de s'assurer de leur compatibilité. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Alors, c'est très bien tout cela, mais vous allez me dire comment savoir effectivement quel est le type d'usage de mon terrain. Eh bien, tout dépendra de si vous voulez connaître le type d'usage du site récepteur ou du site d'origine. Alors, pour connaître le type d'usage du site d'origine, eh bien, vous allez déjà devoir identifier s'il y a eu un contrôle qualité des terres ou non. Donc, si un contrôle qualité des terres était nécessaire, vous allez en fait avoir l'information directement sur le certificat de contrôle qualité des terres, vu qu'il y aura des analyses qui auront été réalisées et le type d'usage sera défini selon ces analyses. Dans ce cas-là, c'est assez simple. Vous avez l'information directement par le maître d'ouvrage. Maintenant, s'il n'y a pas de contrôle qualité des terres qui était nécessaire, mais dans ce cas-là, il va falloir consulter les annexes 2 et 3 du décret seuil. Et donc, le type d'usage sera déterminé tant par la situation de droit au plan de secteur que par l'usage du site au regard de la situation de fait. Je vous explique avec un petit exemple, ce sera plus simple. Donc bien important de tenir compte tant du plan de secteur que de l'usage du site, de l'usage que l'on fait réellement sur le site.
Alors, si les deux types d'usage, tant au niveau du plan de secteur qu'au niveau du site, donc de l'usage du site, sont différents, et bien dans ce cas-là, il va falloir identifier effectivement le type d'usage que l'on va prendre en compte. Et dans le cas d'un site d'origine, il va falloir prendre le type d'usage le moins sensible, c'est-à-dire en quelque sorte le plus contraignant. Donc, par exemple, si vous avez un terrain pour lequel la situation de droit est en zone d'habitat, vous allez voir dans l'annexe 2, donc c'est un type d'usage 3, mais qu'au niveau de la situation de fait, par exemple, l'on a un cimetière, donc l'usage du terrain, c'est l'utilisation pour un cimetière. Le cimetière est, au niveau de l'annexe 3, considéré comme un type d'usage 4. Donc, on a bien deux types d'usages différents. Le type d'usage du site d'origine sera le moins sensible des deux, donc on devra prendre un type d'usage 4 dans ce cas-ci. Donc, les terres que vous allez excaver de ce terrain seront de type d'usage 4 si vous n'avez pas de CCQT. Qu'en est-il pour le site récepteur? Donc, le type d'usage, eh bien, il sera déterminé de la même manière. Donc, il va falloir aller vérifier dans les annexes 2 et 3 quels sont les types d'usage en fonction du plan de secteur et en fonction de l'usage du site. Mais dans ce cas-ci, il va falloir, en cas de différence des deux types d'usage, prendre le plus sensible. Donc, c'est-à-dire, petit exemple, si au niveau de la situation de droit, on est en zone d'habitat, donc type d'usage 3, mais qu'au niveau de la situation de fait, ce sont des prairies, donc on est un terrain dans lequel on a simplement des prairies. La prairie est, selon l'annexe 3, en type d'usage 2. Et donc, dans ce cas-là, bien, le type d'usage du site récepteur sera le type d'usage 2, donc le type d'usage agricole. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre cette notion de type d'usage et de savoir effectivement identifier quel est le type d'usage de votre terrain, que ce soit un site d'origine ou un site récepteur. Voilà pour les notions de base. Donc, je vais maintenant vraiment rentrer dans le vif du sujet avec les différentes procédures et je vais commencer donc par le contrôle qualité des terres. Donc, un entrepreneur qui va évacuer des terres d'un chantier, va-t-il devoir réaliser un contrôle qualité de ces terres? Eh bien, non, il faut revenir donc à l'obligation et la responsabilité du maître d'ouvrage qui doit donc, lui, réaliser le contrôle qualité des terres. C'est bien à lui à réaliser ce contrôle, à le faire réaliser par un expert seul. On va voir la procédure par la suite. Il y a deux possibilités, vu qu'il y a une souplesse qui a été donc, accordée par l'AGE modificatif pour le maître d'ouvrage. Donc, jusqu'au 31 octobre, le maître d'ouvrage peut toujours, bien entendu, réaliser son contrôle qualité des terres sur le chantier. Donc, c'est ce qui est prévu dans la GVTER. Donc, le maître d'ouvrage, dans ce cas-là, va faire appel donc, à un expert pour faire un contrôle et il devra donc annexer dans les documents du marché ou dans sa demande d'offre le certificat de contrôle qualité des terres. Donc, en tant qu'entrepreneur, vous allez avoir déjà les informations quant à la qualité de vos terres et quant à ce que vous allez pouvoir faire avec. Donc, vous allez pouvoir mieux identifier effectivement si vous allez les valoriser sur tel terrain ou si vous allez simplement les évacuer vers un centre de regroupement, un centre de pré-traitement ou autre. Vous allez également pouvoir remettre un prix beaucoup plus facilement vu que vous connaîtrez le type d'usage des terres. Maintenant, la deuxième disposition temporaire prévoit que le maître d'ouvrage ait quand même la possibilité d'aller évacuer ces terres vers une installation autorisée, au sein de laquelle le contrôle qualité des terres se réalisera. Et donc là, en tant qu'entrepreneur, il est vraiment important que dans la remise de votre offre, vous prévoyez le coût qui sera lié donc, au contrôle qualité des terres et à l'évacuation de vos terres vers l'installation autorisée, vu que ce sera l'installation autorisée qui maintenant va réaliser les démarches de contrôle, mais comme je le rappelle, c'est toujours de la responsabilité du maître d'ouvrage et donc ce n'est pas à vous en tant qu'entrepreneur à payer les frais du contrôle qualité des terres. Alors, qu'en est-il donc si l'on va excaver plus de 400 mètres cubes de terre qui vont être destinés à une évacuation ou à une valorisation sur un site récepteur? Est-ce que l'on a besoin d'un contrôle qualité des terres? Eh bien, oui. Et dans tous les cas, donc que votre site soit suspect ou non, donc si votre site
est en couleur pêche, bleu lavande ou blanc, donc non suspect au niveau de la BDES, il faudra de toute manière un contrôle qualité vu que vous avez plus de 400 m3 de terre à évacuer, ou que le contrôle qualité se fasse directement sur chantier ou en installation autorisée, et donc maintenant prévu par la disposition temporaire. Petite précision quand même, donc je dis dans tous les cas, donc il faut un contrôle qualité si vous excavez et que vous évacuez plus de 400 m3, oui, mais il y a quand même quelques petites exceptions. Donc pour les terres qui vont être destinées à une élimination, donc ces terres ne sont pas couvertes par l'AGOE terre, mais bien par le décret déchets. Donc ces terres vont être éliminées en centre d'enfouissement technique et donc elles ne sont pas soumises à traçabilité selon l'AGOE terre ni à contrôle qualité des terres. Également, pour les terres excavées qui seraient excavées dans le cadre uniquement d'un projet d'assainissement et où l'on va réutiliser ces terres sur le site d'origine, dans ce cas-là, l'AGOE terre n'est pas non plus d'application. Il faut respecter le décret seul. Donc, il y aura un projet d'assainissement qui sera bien spécifique et défini, qui devra être respecté. Et donc, dans ce cas-là, l'AGOE terre n'est pas d'application. Il y a également des spécificités pour les terres qui seraient issues d'une voirie et réutilisées sur une autre voirie. Donc, dans ce cas-là, un contrôle qualité des terres n'est pas non plus nécessaire, mais il faut néanmoins respecter certaines conditions qui sont reprises donc, à l'article 6 de l'AGOE. Le site, notamment, ne doit pas être pollué. Le maître d'ouvrage doit désigner bien la voirie réceptrice. Par exemple, on ne doit pas non plus être en zone de prévention de captage ou autre. Donc, il y a plusieurs conditions à respecter afin de ne pas être soumis donc, à l'AGOE terre pour les terres qui sont issues d'une voirie. Alors, en quelques mots ici, comment ça va se dérouler le contrôle qualité des terres et l'octroi du certificat de contrôle qualité des terres? Eh bien, le maître d'ouvrage va décider de commencer ses travaux, de lancer le marché. Donc, il va désigner pour cela un expert seul. Il va établir un rapport qualité des terres suite à toute une démarche qui sera réalisée. Donc, il y aura des prélèvements qui vont devoir être réalisés par des préleveurs enregistrés. Ces prélèvements vont être analysés donc, dans un laboratoire agréé selon l'annexe 1 du décret seul. Donc, ce sont les seuils qui sont repris dans l'annexe 1 qui vont être pris en compte. L'expert seul va, suite à ces analyses, rédiger son rapport qualité des terres qu'il enverra donc au maître d'ouvrage ou au promoteur. C'est au promoteur et au maître d'ouvrage à communiquer ce rapport qualité des terres via la plateforme Walter. J'ai repris ici l'onglet qui permet donc aux maîtres d'ouvrage et aux promoteurs de communiquer leur rapport qualité des terres. Walter va avoir 15 jours pour communiquer sa décision, donc octroyer le CCQT ou non, ou demander des compléments d'information. Et donc, dans ce cas-là, bien, dès que le maître d'ouvrage reçoit le certificat de contrôle qualité des terres, dès que le maître d'ouvrage reçoit le certificat de contrôle qualité des terres, eh bien, il doit même l'annexer donc au document du marché afin que l'entrepreneur ait les informations pour pouvoir remettre un prix. Alors, dans le cadre de la deuxième disposition maintenant qui existe, la deuxième disposition temporaire, eh bien, ce sont les installations autorisées qui vont réaliser ce contrôle qualité. La démarche sera la même. Ils vont devoir faire appel à un expert seul qui va réaliser des prélèvements, des analyses, rédiger un RQT. Et ce sera donc, dans ce cas-ci, à l'installation autorisée, à introduire le rapport qualité des terres sur la plateforme Walter pour en obtenir le CCQT afin de connaître la qualité des terres et pouvoir par la suite les valoriser sur d'autres terrains. Alors, si maintenant on ne veut pas en fait évacuer les terres vers un autre site, on veut les valoriser directement sur le site d'origine, eh bien, est-ce qu'un contrôle qualité des terres dans ce cas-là est nécessaire? Non, mais toujours en respectant certaines conditions. Bien entendu, le site d'origine ne doit pas être suspect, sinon automatiquement il y a un contrôle qualité des terres qui est nécessaire. Et la valorisation de vos terres devra se faire dans le périmètre du site d'origine, bien entendu,
mais également dans une zone de même type d'usage ou d'usage moins sensible. Vous ne pourrez jamais aller dans une zone plus sensible. Donc, par exemple, vous avez des terres que vous excavez qui sont des terres de type d'usage 4. Vous ne pourrez jamais aller vers une zone de votre site d'origine qui est, par exemple, le type d'usage 2. Vous devrez toujours respecter le type d'usage ou aller vers un type d'usage moins sensible. Donc, dans ce cas-là, si vous respectez les différentes conditions, eh bien, effectivement, la GeoEther n'est pas d'application. Il n'y aura donc pas de contrôle qualité ni de traçabilité pour ces terres qui seraient valorisées sur le site d'origine. Alors, petite précision néanmoins, la GeoEther n'est pas d'application, ce n'est pas pour autant que les autres textes de loi ne le sont pas, donc bien faire attention à la modification sensible du relief du sol. Donc, généralement, lorsqu'il y a un remblai, il y aura une modification sensible du relief du sol qui est soumis à un permis d'urbanisme, voire à un permis unique, selon le CODT, selon le décret permis. Donc, bien vérifier en tout cas que le permis l'autorise. Alors, petit résumé de ce que j'ai dit, notamment par rapport au contrôle qualité et à la traçabilité que j'aborderai par la suite, mais je le précise déjà maintenant. Donc, c'est en quelque sorte le champ d'application de l'AGE. Donc, on part de la situation où on a un site d'origine sur lequel on va excaver une zone qui est non suspecte. Ces terres, on va soit les valoriser, qui est suspecte, pardon, je ne sais plus ce que j'ai dit. Donc, la zone que j'excave est suspecte. Donc, ces terres, on va soit les valoriser sur le site ou soit on va les évacuer du site. Vu que la zone est suspecte, automatiquement, la GeoEther est d'application totalement. Donc, on aura un contrôle qualité et une traçabilité qui devront être réalisés. Maintenant, dans le cas où la zone qu'on va excaver est non suspecte, donc là, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, dans ce cas-là, on peut valoriser sur le site dans une zone de même type d'usage ou d'usage moins sensible, ou alors on peut les évacuer, effectivement, si l'on n'a pas la possibilité d'utiliser les terres sur le site d'origine. Donc, si on les évacue et qu'il y a moins de 10 mètres cubes de terre à évacuer, et bien dans ce cas-là, la GeoEther n'est pas d'application. On n'a pas de contrôle qualité ni de traçabilité des terres. Deuxième situation possible, c'est lorsque on évacue les terres et qu'on a moins de 400 mètres cubes, ou lorsque l'on a des terres qui sont issues d'une voirie et qui sont, pardon, je ne vois pas mon slide, et qui sont destinées à une voirie tout en respectant les différentes conditions que je vous ai énumérées tout à l'heure. Dans ce cas-là, donc, on a une traçabilité qui est nécessaire, mais par contre, le contrôle qualité n'est pas imposé. Il y a une spécificité pour les terres de voirie. Donc, les terres qui sont issues d'une voirie dont le volume est inférieur à 400 mètres cubes et qui ne sont pas destinées à une voirie peuvent également ne pas être soumises à un contrôle qualité des terres, à la seule condition d'aller valoriser ces terres issues de voirie en type d'usage 5. Dans les autres cas, donc si vous voulez valoriser ces terres issues d'une voirie sur un terrain, un site récepteur qui n'est pas de type d'usage 5, automatiquement, vous devrez réaliser un contrôle qualité des terres. Et les troisième cas possible, eh bien, c'est lorsque vous avez plus de 400 mètres cubes à évacuer et lorsque les terres sont issues d'une voirie non destinée à une voirie, eh bien, dans ce cas-là, un contrôle qualité et une traçabilité des terres sera imposé. Voilà pour le champ d'application. J'en viens maintenant au mouvement des terres, donc à ce qu'on appelle un transport de terre. Donc, quand savoir effectivement lorsque l'on doit notifier le transport à l'ASBL ou Walter. Donc, si je transporte mes terres vers mon siège d'exploitation ou vers un centre de tri, est-ce que l'on doit notifier à Walter? Eh bien, oui, et ce, dès 10 mètres cubes de terre. Donc, dès qu'on a plus de 10 mètres cubes de terre, on devra notifier selon la GeoEther. Donc, tout transport de terre vers une installation autorisée ou vers un site récepteur devra être notifié à l'ASBL Walter. J'ai déjà précisé ce qu'était un site récepteur, peut-être préciser ce qu'est une installation autorisée, donc c'est important de bien le comprendre. Le terme installation autorisée englobe tant les installations de stockage temporaire, de tri de regroupement, de pré-traitement ou de traitement lorsque les terres sont contaminées, ou
tout centre donc, qui pourrait réceptionner des terres, mais qui est autorisé par un permis d'environnement ou un permis unique. Donc, c'est pour ça que l'on parle d'installation autorisée par un permis. Alors, petit rappel, donc, une entreprise qui va vouloir qui désire stocker donc, ces terres à son siège d'exploitation va devoir bien s'assurer de disposer de son permis unique généralement afin de pouvoir réceptionner les terres. Si elle n'a pas ce permis unique, elle est en infraction donc, par rapport au décret permis et peut être donc sanctionnée. Alors, comment bien ça fonctionne pour pouvoir notifier vos mouvements de terre auprès de l'ASBL Walter? Comment ça fonctionne? Eh bien, vous introduisez votre notification sur la plateforme Walter et en fonction de la destination de vos terres, les délais d'obtention du document de transport seront différents. Donc, si vous comptez aller déposer vos terres en installation autorisée, donc dans un centre de regroupement de tri par exemple, il faudra 24 heures pour que Walter vous délivre le document de transport. Si maintenant vous voulez aller directement valoriser vos terres sur un site récepteur, donc pour réaliser un remblai, il faudra 3 jours pour obtenir la décision de Walter d'obtenir donc le document de transport. Donc lorsque Walter vous communique donc le document de transport via la plateforme de gestion de dossier, vous pouvez donc dès ce moment-là commencer le transport de vos terres avec toujours au minimum 2 exemplaires de ce document de transport dans le véhicule, dans les camions, afin de pouvoir au minimum remettre un exemplaire à la destination, donc au centre ou au site récepteur. Cela va permettre au destinataire de pouvoir réaliser sa réception et également ses démarches auprès de l'ASBL Walter. Alors, si les terres ne disposent pas de certificat de contrôle qualité des terres, vous devez en plus, pour réaliser cette notification de mouvement de terre, disposer de l'extrait conforme de la BDES lorsque les zones sont cadastrées ou du print screen de la BDES lorsque la zone est non cadastrée. Sinon, la notification de mouvement de terre ne sera pas possible sur l'ASBL Walter, donc il y aura un manquement et donc le document de transport ne vous sera pas communiqué. Je vous explique par la suite ce qu'est l'extrait conforme et comment l'obtenir. Alors, en pratique, comment ça se passe sur la plateforme de gestion de dossier Walter? Donc, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Donc, il y a des petits onglets. C'est important de bien identifier lequel doit être complété. Donc, NMT sur la plateforme Walter, ça veut dire notification du mouvement de terre. Donc, dès que vous avez un transport de terre, c'est NMT que vous devez compléter. Donc, si vous avez un CCQT pour vos terres, vous allez devoir remplir l'onglet NMT avec rapport qualité des terres. Si vous n'avez pas de CCQT, donc par exemple, vous avez moins de 400 m3 de terre à évacuer qui sont issus d'un site qui est non suspect, bien dans ce cas-là, il va falloir compléter l'onglet NMT sans rapport qualité des terres. Donc, important, dans le cadre de la deuxième disposition, donc le maître d'ouvrage a la possibilité de faire évacuer ces terres vers une installation autorisée dans laquelle le contrôle qualité qui est nécessaire sera réalisé. Donc, dans ce cas-là, effectivement, un CCQT est nécessaire, mais vous ne l'avez pas encore vu qu'il sera réalisé au sein de l'installation autorisée. Donc, dans ce cas-là, c'est bien la deuxième rubrique que je montre ici sur la slide qui doit être complétée. Donc, il n'y a pas de CCQT disponible. Vous devez compléter cette rubrique. Alors, pour vous aider à compléter les différents champs et les différentes informations qui sont demandées au sein de ces rubriques, l'ASBL Walter a réalisé des vidéos explicatives qui vous permettent de pas à pas compléter les documents. N'hésitez pas à les consulter afin de vous aider dans vos démarches. Alors, quels sont les coûts pour notifier un transport de terre? Donc, la notification du transport de terre, pour pouvoir être jugée complète, doit automatiquement être accompagnée du paiement des frais de dossier et en absence de CCQT, donc d'un extrait conforme de la BDES pour les zones qui sont cadastrées et d'un print screen de la BDES pour les zones qui sont non cadastrées. Donc ça, c'est vraiment important également de le préciser vu que beaucoup d'entre vous
n'étaient pas au courant effectivement qu'il était nécessaire de communiquer ces extraits conformes. Alors, comment faire bien, pour obtenir l'extrait conforme de la BDES et quels en sont les coûts? Bien, la première chose à faire, c'est en fait vous authentifier sur la plateforme BDES. Moi-même, je n'avais pas compris qu'il fallait s'authentifier au préalable. Donc, c'est vraiment la première chose à faire. Enregistrez-vous sur la plateforme BDES. Et ensuite, vous allez pouvoir rechercher les différentes parcelles qui sont concernées par votre chantier via la petite icône du stéthoscope. Vous allez pouvoir cliquer sur cette icône et ensuite cliquer sur la parcelle ou les parcelles concernées par le chantier. Et là, vous allez avoir les différentes informations pour votre ou vos parcelles. Et vous allez avoir en fait une petite icône avec un caddie où vous allez pouvoir cliquer dessus et donc pouvoir acheter l'extrait conforme. Alors, le coût d'un extrait conforme pour les zones cadastrées, donc parcellées, c'est 30 € pour la première parcelle et ensuite, par parcelle supplémentaire, vous allez avoir 10 € en plus à payer. Alors, il y a également une petite vidéo qui a été réalisée par le département Sols et Déchets pour vous aider à extraire l'extrait conforme donc, de la BDES. Donc, n'hésitez pas non plus à aller la consulter. Alors, au niveau des montants de frais de dossier pour la notification de transport, donc ça, c'est les montants les frais de dossier qui seront donc nécessaires pour gérer le dossier au sein de l'ASBL Walter. Donc, c'est 25 € pour un volume qui sera inférieur à 400 m3. Donc, dès que vous allez avoir des terres à évacuer qui sont soumises à notification, ce sera au minimum 25 €. Et ensuite, vous aurez des tranches de prix dégressifs en fonction de la tranche du volume de terre supplémentaire à évacuer. Alors, Walter a la possibilité au niveau de sa plateforme en fait, de créer des dépôts provisoires. Donc, vous pouvez vous créer un dépôt provisoire afin que les frais liés à vos notifications de mouvement soient automatiquement débités de ce dépôt provisoire. Ou alors, vous pouvez simplement réaliser des virements à chaque fois lorsque vous avez une notification de mouvement de terre. Alors, vous devez, en document attaché, ajouter donc la preuve comme quoi, effectivement, vous avez bien payé les frais de dossier pour la notification de mouvement de terre. Donc, voilà pour ce qui est des coûts de notification de mouvement de terre. Alors, une question qu'on a également régulièrement, c'est il y a énormément d'entrepreneurs généraux qui vont sous-traiter le transport des terres à une entreprise spécialisée dans le transport, et donc qui, dans ce cas-là, doit notifier le transport. Eh bien, tout va dépendre de qui va décider d'où vont aller les terres. Donc, si c'est vous, en tant qu'entrepreneur, qui décidez que vos terres, vous voulez aller les déposer dans telle installation autorisée, c'est vous qui décidez, donc c'est vous le responsable de l'évacuation des terres, donc c'est à vous à faire les démarches de notification auprès de l'ASBL Walter. Maintenant, si c'est le sous-traitant, vous donnez donc la responsabilité au sous-traitant de décider où il va aller déposer ses terres, et bien dans ce cas-là, ce sera donc votre sous-traitant qui sera responsable de l'évacuation des terres et qui devra donc réaliser les notifications auprès de l'ASBL Walter. Alors, petite précision, donc tout transport de déchets et donc également de terre doit être réalisé par une entreprise qui est enregistrée en tant que transporteur de déchets autres que dangereux. L'enregistrement, il est gratuit et il se tient directement auprès du département Sols et Déchets de la région. Alors, dans le cas donc, de la traçabilité selon l'AG Walter, la simple compilation des différents bons de transport qui vous seront délivrés par l'ASBL Walter tiendra lieu de registre pour le transport de vos terres. Alors, une question également que l'on a eue par rapport à la possibilité d'évacuer, de déplacer et de valoriser des terres qui contiendraient des plantes invasives ou également des fibres d'amiante. Et bien dans ce cas-là, il y a effectivement des prescriptions bien particulières. Donc, vous pouvez évidemment valoriser, déplacer ces terres, mais en respectant donc, les recommandations qui sont spécifiées dans le GRGT. Donc, GRGT, je le rappelle, c'est vraiment un guide qui reprend pas mal d'informations. Alors, si vos terres qui sont excavées présents ont un CCQT, c'est assez simple puisque les conditions et les recommandations pour pouvoir gérer ces terres qui contiennent
des plantes invasives seront reprises dans le CCQT. Donc là, vous avez les informations. Si pas, eh bien, il faut se référer donc au GRG. Alors, vraiment important, donc, quand on a les plantes invasives, c'est toujours mieux, si possible, de gérer dès le début du projet cette problématique afin éventuellement de revoir quelque peu le projet et d'au maximum essayer de laisser ces terres sur le site afin d'éviter toute propagation éventuelle sur d'autres sites si les mesures n'étaient pas respectées correctement. Et au niveau des fibres d'amiante, eh bien, c'est également au niveau du GRJT que vous allez devoir regarder pour avoir les différentes recommandations, à savoir que dès qu'il y a une suspicion de présence de fibres d'amiante dans la terre, automatiquement, votre terre elle est considérée comme suspecte et donc elle sera soumise à un contrôle qualité des terres. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc, contrôle qualité des terres dit qu'il y a des analyses. Et suite aux analyses, eh bien, il y a différentes possibilités en fonction de la teneur en fibres d'amiante que vous aurez dans la terre. Donc, s'il n'y a pas de détection de fibres, eh bien, OK, la terre n'est pas considérée comme amiantée. Donc, il n'y a aucune mesure spécifique à prendre. Il faudrait simplement respecter les dispositions donc, de la GETA. Maintenant, s'il y a des teneurs en fibres d'amiante présentes donc dans la terre, eh bien, en fonction des seuils, il y aura différentes prescriptions particulières à respecter. Donc, vous pourrez les valoriser selon, en respectant par exemple la mise en place d'un géotextile, l'ajout d'une certaine quantité de terre, donc au minimum 1 mètre, etc. Si maintenant la quantité de fibres d'amiante est beaucoup trop importante pour pouvoir être valorisée, bien dans ce cas-là, ces terres vont devoir être éliminées et elles seront donc éliminées en centre d'enfouissement technique qui autorise donc ce type de déchets. Venons-en donc à la dernière partie maintenant, donc c'est tout ce qui est en lien avec les installations autorisées et sites récepteurs. Je suppose que certains d'entre vous disposent d'installations autorisées, des centres de regroupement, de stockage temporaire de terre, et également des sites récepteurs où vous réalisez du remblai. Et donc, c'est une partie probablement qui vous sera très utile. Alors, quand donc, vous êtes exploitant d'une installation autorisée, donc, quelles sont les démarches que vous allez devoir réaliser en réceptionnant des terres? Eh bien, vous réceptionnez les terres, bien vérifier effectivement d'avoir les bons de transport qui ont été délivrés par l'ASBL Walter. Donc, vous récoltez ces bons de transport et dans les 8 jours ouvrables, vous allez devoir notifier la réception ou le refus si vous n'avez pas accepté les terres à Walter. Donc, toujours via la plateforme Walter. Donc, j'ai repris ici l'onglet que vous devez compléter pour pouvoir notifier la réception des terres au sein de votre installation. C'est bien l'onglet « Mes notifications de réception ». Alors, vous, en tant qu'exploitant, vous allez effectivement réceptionner les bons de transport et vous allez diriger les différents camions aux endroits bien spécifiques de stockage sur votre site. Attention de bien respecter le fait de ne pas stocker conjointement des lots de terre qui auraient un CCQT et des lots de terre qui n'en auraient pas. Donc, je le rappelle, il est interdit de mélanger donc, des terres de qualité différentes, ni même de réaliser des dilutions de pollution. Et donc, toutes les terres qui ont un CCQT, on connaît leur qualité, elles doivent être stockées à un endroit bien spécifique en fonction du type d'usage. Et les autres, celles qui n'ont pas de CCQT, doivent être également stockées ailleurs, bien spécifiquement, avec les possibilités par la suite de regrouper les différents lots. Donc, je vous explique ça également tout de suite. Donc, vous avez 8 jours pour notifier l'accusé, pour notifier la réception de vos terres, et Walter aura là 3 jours pour vous communiquer sa décision, et c'est-à-dire vous octroyer un accusé de réception de vos terres. Alors, comment faire justement pour regrouper des lots de terre? Eh bien, tout dépendra si vous avez un CCQT ou non pour ces lots. La procédure sera la même, donc je vous la montre. Donc, des lots de terre avec un CCQT, donc vous connaissez la qualité des terres grâce au CCQT. Donc, vous notifiez le regroupement, si vous voulez regrouper 2 lots par exemple. Donc, vous notifiez le regroupement via l'onglet regroupement de lots, donc c'est un autre onglet. Vous payez des frais de dossier qui sont de 25 €.
Et tout ça se fait via la plateforme Walter. Et donc, dans les 24 heures de votre demande de regroupement, Walter vous communiquera sa décision et vous octroiera ou pas un nouveau certificat de contrôle qualité des terres. Donc, lorsque les deux lots initiaux disposent d'un CCQT, le lot final va disposer d'un nouveau CCQT. Donc, il est bien accompagné d'un CCQT, le lot final. Donc, ici, j'ai pris un petit exemple. Le lot 1, par exemple, est de type d'usage 3, le lot 2 est de type d'usage 4. Si vous faites une demande de regroupement de ces deux lots, il faut bien savoir que le lot final sera toujours de type le moins sensible, et donc il sera de type d'usage 4. Donc, vous allez avoir un lot de type d'usage 4, vous allez pouvoir utiliser ces terres uniquement sur des sites récepteurs après de type d'usage 4, en sachant que ce lot final disposera du CCQ. Maintenant, si le lot de terres, les différents lots de terres que vous voulez regrouper ne disposent pas de CCQT, eh bien la procédure est la même. Vous devez compléter le même onglet, donc regroupement de lots, à la différence près que vous allez avoir au niveau de la décision de Walter, non pas un CCQT, vu que vous n'aviez pas de CCQT initialement, mais bien un document de regroupement. Au niveau du type d'usage du lot final, ce sera pareil. Il faudra tenir compte du type d'usage le moins sensible, donc du type d'usage 5. Dans ce cas-ci, vu qu'on avait un lot 1 type d'usage 2 et un lot 2 type d'usage 5. On a un document de regroupement dans ce cas-ci. Alors, qu'en est-il pour un gestionnaire maintenant d'un site récepteur, donc d'un site de remblai qui, lui, va réceptionner les terres? Eh bien, les démarches de réception des terres sont les mêmes que pour une installation autorisée. Donc, il va devoir faire sa demande dans les 8 jours, sa notification dans les 8 jours, comme quoi il a bien réceptionné les terres pour obtenir son accusé de réception. Attention toutefois qu'il doit bien s'assurer que le type d'usage du site récepteur, donc de son site récepteur, est bien compatible avec les terres qui lui sont apportées. Alors, si les terres disposent d'un CCQT, c'est facile, le type d'usage y est mentionné, et de plus, vu qu'il y a un transport normalement qui a été autorisé par l'ASBL Walter, les types d'usage ont déjà été vérifiés, le transport a pu être autorisé, donc logiquement, les types d'usage sont compatibles. En l'absence de CCQT, eh bien là, il faut également vérifier le bon de transport qui, normalement, s'il a été octroyé, autorise effectivement le transport vers votre site récepteur, et également respecter les caractères physiques de valorisation, à savoir que les terres ne peuvent pas dépasser certains pourcentages de déchets inertes, de déchets dangereux et autres. Et alors, également, bien vous assurer que l'entreprise qui va réaliser la valorisation sur le site récepteur dispose de son enregistrement en tant que valorisateur de déchets. Donc ça, c'est encore le décret déchets qui l'impose. Bien entendu, respecter les conditions, les prescriptions urbanistiques et environnementales, donc avoir un permis unique pour réaliser le remblai. Et j'ai repris également la liste des différents valorisateurs qui sont déjà enregistrés sur le portail environnement de la Wallonie. Donc voilà, pour conclure donc, ce petit exposé, donc je rappelle quelques informations ici, donc notamment les coordonnées de l'ASBL Walter. Donc n'hésitez pas à contacter l'ASBL. Donc j'ai repris le nouveau numéro de téléphone, donc voilà, et ainsi que les heures d'ouverture des bureaux. Donc, n'essayez pas de les contacter après ces heures parce qu'effectivement, ils ne vous répondront pas. Donc, essayez de les contacter pendant les heures de bureau. Si vous avez des problèmes au niveau informatique, n'hésitez pas non plus à les contacter, notamment pour la plateforme de gestion de dossiers. Alors, au niveau de la CCE, on est également disponible pour vous répondre, tant au niveau technique que juridique. On est là pour vous aider. Je rappelle donc bien vous enregistrer sur la plateforme de gestion de dossier si ce n'est pas encore fait en utilisant donc les bons formulaires. Et alors, on a au niveau du service juridique donc développé des modèles de courrier et des clauses types qui vous permettent de communiquer donc différentes informations, notamment par rapport à la GOE et également par rapport aux 2 dispositions ici temporaires qui ont été adoptées.
Donc, ce sont principalement des courriers de sensibilisation, d'information que vous pouvez communiquer à vos maîtres d'ouvrage afin de les informer que voilà, il y a cette possibilité-là, mais alors que dans ce cas-là, bien, nous, en tant qu'entrepreneurs, on aura ces responsabilités-là ou pas. Donc, c'est important de pouvoir communiquer les informations aux maîtres d'ouvrage. Et on a également des documents plus à destination également des maîtres d'ouvrage, mais qui vous permettent, dans le cas, par exemple, où le maître d'ouvrage n'a pas respecté ses obligations, de l'informer effectivement que c'est à lui à réaliser cela et d'obtenir par la suite une réponse de sa part. Donc, certains courriers sont encore en cours de révision, vu qu'il y a 2 dispositions temporaires ici qui sont rentrées en vigueur la semaine dernière. Mais vous pouvez déjà en consulter sur le site de la CCE, donc notamment ceux relatifs aux dispositions temporaires, ils y sont déjà repris. Ici, donc, ce sont tous les liens directement vers les sites de référence que j'ai repris. Donc, tout au long de la présentation, vous avez les liens qui sont repris. Donc, n'hésitez pas non plus à consulter ces sites Internet. Ils reprennent de nombreuses informations. On va nous, en tout cas, faire en sorte de revenir au maximum vers vous chaque fois qu'il y aura l'information et quand il y aura la possibilité de faire un webinaire, on le fera. J'espère en tout cas que cette formule vous a plu. Et voilà, je tiens aussi à remercier Christophe d'être présent. Je pense que montrer que l'administration est là, c'est très important pour nous aussi. Et ça vous montre aussi à quel point on souhaite travailler avec les autorités publiques pour rendre ce cadre le plus pragmatique et le plus économiquement viable pour nous tous. Voilà, je vous remercie. Alors, merci à tous. Au plaisir.